Si le numérique a sans aucun doute bouleversé nos manières de communiquer, de nous divertir et de consommer, il est évident que les technologies de l'information ont également révolutionné l'éducation. Comment l'extension d'Internet, le développement de la robotique ou encore l'essor des téléphones portables ont impacté l'apprentissage ? Pour le savoir, je me suis rendu à l'espace Mendès France de Poitiers pour assister à l'exposition « Apprendre à l'ère du numérique ». Antoine Vedel, animateur scientifique pour l'exposition, a pu me faire découvrir les différentes machines, robots et autres tableaux connectés exposés à l'espace Mendès France. Donc on est dans la première salle et nous sommes un peu entourés de vieilles machines. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on trouve comme machine ici ? Ouais, alors là, on commence à voir les premières machines qu'on utilisait déjà au tout début. Alors il faut savoir quand même que l'arrivée, par exemple, de la télévision dans les foyers français, c'est les années 60. Après, en 1970, là, on commence à avoir du matériel informatique dans les foyers français, mais aussi pour la pédagogie à l'école. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au tout début ? En fait, on n'a pas grand-chose. On a des magnétoscopes, on a des lecteurs diapositives, on a des magnétophones, des choses comme ça, et on va combiner un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une conférence enregistrée sur une cassette audio, et puis on pourrait passer des images avec un lecteur diapositive. Est-ce que le Minitel Conception Française a joué sa petite carte au moment de l'apprentissage, des débuts de l'apprentissage avec le numérique ? Ouais, bien sûr. Oui. Alors il y a une période où les élèves ils s'inscrivaient au bac sur le Minitel. C'était déjà une volonté pour qu'ils puissent utiliser le clavier. Donc ouais, forcément, ce genre de choses, ça a joué son rôle. Là, on est dans les années 80-90. On est déjà un petit peu plus loin, ouais. En gros, on voit l'évolution en fait de ce qui se passe. On a le matériel sous les yeux. On voit que il commence à y avoir des claviers sur lesquels on peut commencer à taper des touches, des textes, des choses comme ça. On voit apparaître des imprimantes, des choses comme ça. Et puis dans cette salle-là, on termine par les TIS, c'est les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et on montre un tableau interactif première génération. Alors vous allez voir, à l'usage c'est pas hyper pratique, mais on peut voir en fait avec quoi on a commencé et puis ce sur quoi on arrive aujourd'hui. Nous arrivons maintenant dans la deuxième salle de l'exposition. Ici, l'espace Mendès France met à disposition du public toutes sortes de dispositifs numériques pédagogiques. Ces objets éducatifs d'un nouveau genre permettent à l'espace Mendès France de mettre en lumière le travail des différents laboratoires de l'Université de Poitiers. Donc on peut commencer ici, si tu veux, avec le CERCA, c'est le Centre d'études et de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Et ils se sont intéressés un petit peu à l'écriture. Est-ce que, par exemple, le fait d'écrire en SMS nous rend plus mauvais en orthographe ? Ça, c'est une des premières questions qui se sont posées. Et puis après, ils se sont intéressés aussi à la prise de notes. Est-ce que quand on est dans un amphithéâtre et qu'on est étudiant, est-ce que c'est mieux de prendre des notes sur un clavier ou de les écrire sur papier comme à l'ancienne, je dirais ? Le tout illustré par des machines à écrire. Alors, quelle est la différence entre ces trois machines qu'on a devant les yeux ? Ouais, alors donc effectivement, il y a l'âge, elles sont pas toutes du même temps, on voit qu'elles sont plus ou moins perfectionnées. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de parler du positionnement des touches dans le clavier. Là, je sais pas si tu vois, on est sur des claviers qui sont dits AZERTY. Il existe deux types de claviers. Pour ceux qui écrivent dans notre alphabet, c'est les fameux QWERTY ou AZERTY. Et en fait, à l'époque, donc on avait notre machine à écrire, la première que tu vois ici, on tape sur une touche, ce qui fait lever un espèce de bras mécanique qui vient en fait marquer la feuille. Au début, en fait, on savait pas comment positionner les lettres, on les avait mises dans l'ordre alphabétique, ABCD, etc., etc., etc. Et puis en fait, on s'est aperçu que comme il y a des lettres qu'on utilise plus que d'autres, le fait que le bras mécanique monte, à un moment donné, ils finissaient par se croiser, ils se tapaient les uns dans les autres, et puis c'était pas très pratique. Du coup, il a été imaginé en fait des claviers qui sont avec les lettres les plus utilisées sur les extrémités, puis on resserre de façon à ce que ce soit plus pratique. Ça, c'est intéressant à dire pour le public. Alors là, on est devant ce qui ressemble à des jouets pour enfants. Je sais pas trop si c'est des grenouilles, des tortues. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle un Bluebot. En fait, c'est un petit robot qui est programmable. Alors ça, c'est surtout destiné à un usage de tout petit. Là, on pourrait l'utiliser pour les 3 ans, par exemple, et pour les maternelles. Le but du jeu, c'est de faire une programmation sur un petit robot et de voir comment est-ce que le robot peut évoluer en fonction d'une programmation. Alors, un truc tout bête, ce petit Bluebot qui est là, il y a des boutons dessus. On peut le mettre dans un environnement, par exemple, sur une sorte de damier. Et sur ce damier, on peut avoir, par exemple, imaginons, on est dans une ville, on met par exemple le Bluebot dans la ville et on voudrait qu'il aille à la boulangerie. Donc en fait, il faut qu'il se déplace de certaines cases, par exemple 3 cases devant, 3 cases sur la droite, 2 cases devant et une case sur la gauche. Ça, ce serait le chemin pour se rendre à la boulangerie. Donc ce qu'on va demander à l'enfant, c'est ok, tu vas programmer le Bluebot de façon à ce qu'il puisse se rendre à la boulangerie et que le Bluebot puisse faire ses courses, entre guillemets. On va en fait taper sur les touches du Bluebot, et bien j'avance 3 fois, je tourne 2 fois à droite et j'avance une fois, et le Bluebot, il s'en va et il suit le chemin qu'on lui a proposé. C'est le début de la programmation. Là, je vois un stand réalité augmentée. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Parce que la réalité augmentée, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde voit ce que c'est et que personne voit ce que c'est. Ok, d'accord. Bon, bah alors on va essayer de poser les bases. Réalité augmentée, ça va être enrichir une image de base. Donc on va prendre un dispositif comme par exemple une caméra. Cette caméra va fixer une image ou un objet. Et lorsque la caméra sera fixée sur l'image ou l'objet, elle va enrichir l'image numérique et l'agrémenter de façon à ce qu'on puisse apprendre des choses par exemple. Ce qu'on a ici, c'est une soundbox, comprenez, c'est de l'anglais, un bac à sable. Et en fait, on va visualiser le territoire de Poitiers comme si c'était vu de haut, avec la topographie et le dénivelé. Donc en gros, sur ce bac à sable, on peut venir en fait creuser, faire des petits îlots, des choses comme ça. Et le fait d'être en réalité augmentée, on va appliquer une couleur à une certaine topographie. Tout ce qui sera profond sera en bleu, comme si c'était par exemple de l'eau, des vallées. Et tout ce qui sera plus haut sera plutôt en orange. Et puis on va avoir des intermédiaires en jaune, vert, etc. Et puis surtout, on va voir apparaître les lignes de topographie. Et comme sur une carte IGN, plus on est resserré, plus on a un dénivelé qui est important. Voilà. Donc ce qu'on propose, c'est une carte de Poitiers, une carte genre carte IGN, où on peut voir la topographie et le dénivelé. Et on va demander aux visiteurs de venir en fait creuser dans le bac à sable le dénivelé en fonction de la carte. Alors, dans le même genre, il y a de la réalité virtuelle, et à ne pas confondre du coup avec la réalité augmentée. Quelles sont ces différences? Et dans le cadre de l'apprentissage, la réalité virtuelle, à quoi ça sert? Ouais, alors on a pris un exemple concret avec le corps humain. Donc là, ce qu'on propose aux gens, c'est de venir revêtir un casque qu'ils vont avoir devant les yeux et qui vont les immerger en fait dans un laboratoire dans lequel on va étudier le corps humain. À partir de là, ce qu'ils vont pouvoir faire les gens, c'est prendre une sorte de manette et choisir en fait de décortiquer le corps humain, que ce soit les os, les organes, le réseau de veines ou d'artères, et ils vont pouvoir en fait en apprendre plus sur le corps humain en voyant un petit peu à quoi ressemble le corps humain de l'intérieur et en décortiquant tout ça. On peut tout faire, on peut prendre le squelette par exemple, avoir le squelette, tourner autour du squelette comme si on y était, et puis avec la manette prendre par exemple le bras, le sortir, le regarder sous toutes ses coutures et voir comment c'est fait. C'est vraiment bien fait. On peut tout imaginer en fait avec la réalité virtuelle, comme dans un cours de physique, visiter l'espace, un cours de biologie, le corps humain. Tout est possible finalement. Ouais, carrément. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'en bas on a une exposition sur la grande pyramide de Khéops, et il y a des gens donc qui ont modélisé l'intérieur de la pyramide de Khéops avec un casque de réalité augmentée. Virtuel, et ben voilà, lapsus. Et du coup, on pourrait visiter la pyramide de Khéops sans y être. C'est ainsi que s'achève cette visite sonore. Si vous êtes curieux de découvrir par vous-même les autres bizarreries numériques que propose l'espace Mendes France, vous pouvez assister à l'exposition Mise à jour, apprendre à l'ère du numérique jusqu'au 17 novembre. À l'occasion de cette exposition, vous pouvez également retrouver sur le site de l'espace Mendes France, emf.fr, les différentes conférences organisées sur ce thème. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout, restez connectés.